3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous parler de ma toute première OP et de vous proposer un nouveau concours avec Basket le Mag, en fin de vidéo, c'est l'ultime opus de mon top 100 all-time que je vous propose. Ouais, là on aborde les choses sérieuses de chez Sérieuse, parce que nous allons parler des places 20 à 1. Bon, il y a déjà eu 4 épisodes avant ça pour dévoiler mes places précédentes. Je vous mets en lien la playlist là-haut et je vous réaffiche les noms déjà évoqués. Bon, j'imagine que vous êtes habitués, alors je vous refais pas trop le blabla sur le fait que c'est la greatness que je juge et non pas seulement le level intrinsèque sur le terrain. En fait, la greatness va bien au-delà de ça, c'est un truc auquel je tiens. Elle atteint différemment les sensibilités de chacun, ça c'est quelque chose qui est forcé, et c'est bien pour ça que chaque top est subjectif et personnel. Par contre, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, le seul truc dont vous ne pouvez pas douter, c'est que ce top je l'ai fait avec sérieux. Ce n'est pas parce que je ne parle pas de certaines choses que je ne les ai pas prises en compte et que je ne les connais pas. La vidéo va déjà être bien assez longue comme ça et je peux clairement pas être exhaustif sur tous ces joueurs. Alors ne vous inquiétez pas là-dessus, quand je vous dis que j'ai taffé sur la carrière de tous ces gars pendant presque 30 ans de passion de basket, c'est pas des blagues. Ceci dit, il y a un truc sur lequel je vais m'attarder, ok, je vais encore faire une longue intro, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, croyez-moi. Désolé si je prends un ton sérieux tout à coup, mais c'est ultra important pour moi. Certains génies qui viennent me parler de ce top 100, notamment sur Instagram, pense détenir une vérité absolue qui n'existera jamais. Faire preuve d'une telle fermeture sur un classement si subjectif, déjà ça m'agace. Et le pire, c'est que beaucoup de ces mecs, je dis pas tous hein, mais beaucoup, et oui, c'est que des mecs, n'y connaissent pas grand chose à la NBA, notamment d'avant les années 2010. Je m'en suis rendu compte tellement rapidement en leur parlant. Pourtant, visiblement, leur avis compte plus que celui de personne, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un moins que rien, ou encore un basketix. Enfin ça, c'est pour la version soft, et limite, j'ai appris à l'accepter. Mais certains idiots sont carrément allés jusqu'à m'insulter violemment sur Instagram, et ça, je ne peux pas cautionner. Quand moi je donne des arguments, que je parle basket, eux compensent leur manque de connaissances avec de la haine. Pardon, on dirait bien que je suis dans un trip Aladdin aujourd'hui. Mais bref, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, je l'admets totalement. Par contre, faut s'attendre à ce que j'ai des arguments en retour, c'est le jeu. Moi, je vous demande pas de me rejoindre, je m'en tape, je défends juste mon beefsteak. J'ai passé plein de temps à étudier plein de choses pour que mon point de vue soit au maximum solide, alors normal que j'ai des choses à dire. Mais si en retour je dois recevoir des messages haineux qui insultent ma famille sur plusieurs générations, moi je dis stop. Les gars, ce n'est que du basket, et un tel top, ça ne se fait pas avec autant de vérité qu'une addition tellement il y a de paramètres à prendre en compte. Rien que la question de l'époque, c'est un truc de fou. Entre les partisans du c'était mieux avant ou ceux qui revendiquent que la NBA n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, il y a fight déjà. Moi, perso, je pense que chaque ère a ses arguments pour et ses arguments contre. Puis surtout, quand tu évalues la greatness, faut pas oublier de recontextualiser. Des gars qui traversaient les États-Unis en bus, jouaient en Converse et n'avaient pas de staff médical jusqu'aux années 70, c'est quelque chose quand même. Ces éléments montrent aussi à quel point tout ce qu'il y a autour est important, du moins pour moi. Et quand j'entends dire d'un tel qu'il est classé trop parce qu'à son époque le jeu était naze, je me dis que la personne en face de moi n'a pas bien compris comment moi je définissais la greatness. Bien sûr que les gars d'aujourd'hui sont 1000 fois plus athlétiques et préparés, mais est-ce que ça veut dire que leur legacy est plus grande? Moi je suis pas sûr. Mais bref, des exemples comme ça sur la hiérarchisation des critères, j'en ai 1 million et je vais pas tous les lister. Par contre, la situation que j'ai vécue là dernièrement m'a mené à prendre un vrai recul. Je ne taffe pas comme un chien pour me faire insulter. Donc j'ai pris une décision radicale, je ne débattrai plus dans les commentaires de mes vidéos. Faites-le entre vous si vous voulez, mais oubliez-moi. Tous mes arguments seront là dans ce que vous verrez aujourd'hui et j'en aurai pas plus à dire. Peut-être que vous serez d'accord, peut-être que vous ne serez pas d'accord, c'est le jeu, peu importe. Et si vous n'êtes pas suffisamment éduqué pour éviter de m'insulter ou si vous êtes suffisamment prétentieux pour affirmer détenir une vérité absolue, tant pis. Voilà, mon coup de gueule est passé. Maintenant, on va redevenir peace parce qu'en vrai, je comprends même pas que des gens comme nous qui partageons la même passion puissent en venir aux menaces ou aux noms d'oiseaux. Désolé pour tous ceux avec qui j'adorais débattre, mais faut que je me préserve un peu. Remerciez ces quelques idiots qui font qu'on en est là aujourd'hui et voyez le bon côté des choses. Ça me laissera encore plus de temps pour taffer mes futures vidéos. Bon, j'espère que le message est bien passé, donc revenons concrètement à notre top 100. Pour ce dernier opus, je vous remets la légende de tous les pictos que j'afficherai au fil de ma vidéo. Bien sûr, vu qu'on est sur un top 100 all-time NBA, les accomplissements réalisés dans la grande ligue seront prioritaires. Par contre, les résultats à la fac, en FIBA, en tant que coach ou en tant que dirigeant auront eux aussi une valeur dans l'évaluation de la greatness, même si pour moi elle sera moindre. Et même si je ne représenterai pas ça avec des pictos, je prendrai également en compte la legacy, les records, l'influence sociale et culturelle, l'impact sur les règles, la hype hors du terrain et même les combats politiques. Ouais, c'est
important ça pour moi. Tout ça selon moi c'est vraiment à ne pas zapper quand on évalue l'intégralité de la greatness. Vous voyez donc qu'on est loin du simple niveau intrinsèque d'un joueur dont pas mal ne maîtrisent ni l'orthographe ni la signification. Ouais sorry, je suis pas tendre quand les limites sont dépassées. Puis pour être complet, sachez que mon top, je l'ai fait comme si la carrière de chaque joueur actuel se stoppait maintenant. Mon classement se base donc sur des faits, des accomplissements réalisés, et non pas des trucs qui sont potentiellement réalisables ou des what if. Ça peut paraître tout bête, mais ça peut faire une vraie différence qu'il est sûrement bon de capter. On est bon maintenant pour la définition de la greatness et la signification de mes pictos, j'espère. Bref, maintenant allez chercher une bonne verveine ou prenez un Lexomil pour les plus excités d'entre vous. Mais restez réveillés, hein. Des désaccords, il y en aura, et c'est le jeu. Évitez juste d'aller massacrer la moitié des élèves de votre collège pour ça, je crois pas que ça en vaille le coup. Allez, peace tout le monde, c'est parti pour les places 20 à 1 de mon top 100 all-time 2020. En numéro 20, parlons de Julius Erving. Mon cœur aurait vraiment aimé le mettre plus haut tellement il a régné sur ce sport. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce sont les accomplissements en NBA qui comptent le plus pour moi dans l'élaboration de ce classement. Et même s'il n'a pas à rougir avec un titre de champion, un trophée de MVP et une collection de sélections All-Star et All-NBA, c'est sûrement trop juste pour le faire trop grimper. Pourtant, pour moi, impossible de le mettre plus bas car Julius Erving est tout simplement le meilleur joueur ABA de l'histoire. 3 fois champion et 4 fois MVP de cette ligue en à peine 5 ans, comment tu peux tester? Il est le seul gars de l'histoire à avoir été élu MVP en ABA et en NBA et a influencé toute une génération. Parce que ouais, Julius Erving est sûrement le premier joueur à avoir élevé le dunk au rang d'œuvre d'art. Avant lui, cette pratique était surtout utilisée par les intérieurs dans l'optique de démontrer leur puissance. Dr. J, lui, était beaucoup plus gracieux, il volait tout simplement. Avec sa détente et son body control ahurissant, il pouvait claquer d'énormes tomards faisant se lever les foules. C'est avec lui que l'appellation slam dunk est apparue. Point d'orgue dans ce domaine, son tomard depuis la ligne des lancers francs en 1976 lors du Slam Dunk Contest de la ABA. Tout ça, pour l'époque, c'était complètement épique. Aujourd'hui, si tous les kids qui commencent le basket rêvent de dunker, c'est avant tout grâce à Julius Erving. Il est le point de départ de tout ça, et en termes d'héritage ou de legacy, c'est très très fort. En numéro 19 vient Bob Cousy. C'est rigolo, pour lui, beaucoup n'ont pas compris. Certains d'entre vous sont même venus me voir en me disant que c'était abusé que je le classe si haut parce qu'en 1 contre 1, il se ferait défoncer par Russell Westbrook. Et sur ce duel, vous avez probablement raison, mais je le répéterai jamais assez, la greatness, pour moi, ça s'évalue en fonction du contexte. Dans les années 50 et le début des années 60, le mec était juste considéré comme le maestro number 1 de toute la ligue. Faut dire que dans sa carrière, il a terminé 8 saisons en tant que meilleur passeur de la NBA. Ça lui a permis d'être le chef d'orchestre de l'une des équipes les plus légendaires all-time et de remporter 6 titres aux côtés de Bill Russell. Mais ne croyez pas que son nombre de caviar n'est dû qu'à la simple présence de Bilou dans la raquette. Avant l'arrivée de son pote en NBA, Cousy avait déjà remporté 4 trophées de meilleur passeur. Mais en plus de ça, on y reviendra plus tard, Russell n'était pas forcément la cible préférentielle des caviars de Cousy. Ce qu'on retiendra, en plus de ses assists, c'est sa capacité à slalomer dans les défenses grâce à des dribbles à ras de terre très particuliers en utilisant aussi bien sa main droite que sa main gauche. Ouais, plus jeune, le gars s'était fracturé plusieurs doigts de son côté fort. Il a alors taffé pour devenir ambidextre et ses capacités à l'époque sont devenues létales. Il est le premier joueur de l'histoire à avoir brillé en mesurant moins d'1m90, mais il est aussi le premier joueur non pivot à avoir remporté un trophée de MVP dans la Grande Ligue. Parce que ouais, lors de la première saison de Bill Russell, c'est bien Bob Cousy qui a été élu MVP, et ça beaucoup l'oublient. Alors ok, Westbrook le battrait probablement en 1 contre 1, mais si on parle de greatness, pour moi y a pas de doute, Cousy est bien devant. Vient maintenant un joueur actuel qui aurait pu se classer bien plus haut si je n'avais évalué que le simple niveau intrinsèque, Kevin Durant. Le gars, sur ce qui est de son jeu, on ne peut rien lui reprocher. En attaque, il est ultra complet, il est grand, vif, explosif, adroit, il sait tout faire et est un scoreur incroyable. Puis en défense, il est loin d'être mauvais aussi, il peut switcher sur tous les postes en utilisant sa longueur et sa rapidité latérale. Le joueur n'est pas loin d'être parfait dans le jeu pur, aucun point faible. Tout ça lui a permis d'être 4 fois meilleur scoreur de la ligue, MVP, 2 fois champion et 2 fois MVP des finales. C'est assez huge quand même, mais pourquoi se classe-t-il si bas, allez-vous me demander? Enfin, tout est relatif, 18ème en vrai c'est déjà très haut quand on voit le nombre de joueurs qui sont passés dans l'histoire de la Grande Ligue. Mais je ne le répéterai jamais assez, le contexte a une vraie importance pour moi lorsque l'on évalue un palmarès. Et si bien sûr les titres de KD ont de la valeur, je pense que je leur en aurais donné bien plus s'ils avaient été obtenus avec OKC. Alors attention, je n'en suis pas à les dénigrer non plus, comme certains le font, sinon ils n'auraient même pas de place dans mon top 20. Mais je trouve perso que rejoindre l'équipe qui le bat en playoff, mais qui sort aussi de la plus grosse saison de l'histoire pour obtenir des bagues sans même réfléchir
réfléchir à un sign and trade, ça ternit un peu sa legacy. Alors je n'ai rien contre KD, c'est juste que je trouve que les 17 qui sont devant lui méritaient plus en termes d'influence notamment. Et ce, même si sur le terrain, il est probablement bien meilleur que nombre d'entre eux. En 17, on va parler de Karl Malone, le deuxième meilleur scoreur all-time derrière Karim Abdul-Jabbar. Ouais, le gars est double MVP quand même, et ce n'est pas rien. Ce trophée reste pour moi celui qui est le plus difficile à remporter individuellement. Il demande des résultats collectifs, des performances individuelles, une régularité de ouf, une santé excellente. En remporter un, c'est déjà quelque chose quand même, alors en remporter deux, c'est encore plus taré. Par contre, même si Malone, dans sa vie, a disputé 3 finales, dont une avec l'une des super teams les plus prometteuses de l'histoire, il n'a jamais remporté de bague. Ça, forcément, même si ça peut pas non plus prendre le dessus sur tout le reste, ça fait un vrai trou dans un palmarès. Enfin, surtout à ce niveau-là du top, quoi. Mais ce n'est pas non plus mon seul argument. Malgré toujours d'excellentes moyennes, il n'a jamais terminé une saison en tant que leader statistique de la ligue. Ses saisons à 31 points ou celles à 11 rebonds n'ont pas suffi. Ça aussi, ça manque pour quelqu'un qui est censé tout dominer. Surtout quand pendant la majorité de sa carrière, il a été accompagné par l'un des meilleurs meneurs all-time, John Stockton, qui clairement lui facilitait la tâche au scoring sur pick and roll par exemple. Donc ouais, les choses ont fait que j'ai préféré 16 joueurs à Karl. Il reste ceci dit une légende de notre sport et même si j'ai essayé de ne pas trop le pénaliser comme ça, pour être honnête, je dois dire que son attitude hors des terrains l'a un peu desservi. Après avoir passé un été à jouer aux côtés de Magic avec la Dream Team, Malone s'est alors fermement opposé à un retour de la légende sur les terrains en raison de sa séropositivité. La crainte et la méconnaissance du virus, je veux bien. Par contre, le gars le savait avant Barcelone que Magic avait contracté le VIH. Donc si vraiment tu crains, tu n'acceptes pas ta sélection dans la Dream Team pour ensuite retourner ta veste en fonction de comment ça t'arrange. En 16, il est l'heure d'évoquer David Robinson, l'amiral. Le mec qui après sa draft n'a pas pu jouer en NBA pendant 2 ans car il devait terminer son service avec l'US Navy. Certains sont venus crier au blasphème en me disant que ces titres David Robinson ne les méritait pas car il a dû attendre l'arrivée de Tim Duncan pour les obtenir. Et l'argument principal pour me justifier ça, c'était de dire qu'il n'avait pas de MVP des finales. Il y a du vrai là-dedans et je veux bien comprendre ce que vous voulez dire, mais il y a quand même certaines limites à apporter. Effectivement, lorsque l'amiral a été bagué, son prime était déjà derrière lui. Par contre, s'il vous plaît, n'oubliez pas la hauteur de ce prime. Le mec a le package complet, des saisons comme meilleur scoreur, rebondeur ou contreur de la ligue, un trophée de MVP, un autre de Rookie of the Year et même un de meilleur défenseur. Parce que oui, Robinson était un monstre des deux côtés du terrain. Puis quand on voit que son meilleur coéquipier avant l'arrivée de Duncan, c'était Sean Elliott, c'est quand même déjà pas mal d'avoir atteint les finales de conférence. En point culminant, je me rappellerai du dernier match de la saison 1993-1994. Avant cette journée, Shaq était alors le meilleur scoreur de la ligue, mais Robinson pouvait le dépasser en mettant 5 points de plus que lui. L'amiral n'a pas cherché à comprendre, il a planté 71 points avec une perf bien supérieure aux 32 unités du Big Fella. La réussite du pivot des Spurs dans ce match fut insolente et le gars est même allé jusqu'à scorer 7 points dans la dernière minute du game. C'est un exemple parmi d'autres, mais en termes de legacy, je donne vraiment de la valeur à cette perf. Place 15 désormais pour laquelle nous allons parler de Oscar Robertson. Beaucoup le classent directement comme une légende de chez légende et lui donnent même une place dans le top 10. C'est vrai qu'en ayant un aperçu global de sa carrière, dès le départ ça fait envie. Il est le premier gars de l'histoire à avoir terminé une saison en triple-double et toujours le seul aujourd'hui avec Russell Westbrook, il a un titre, il a un trophée de MVP, il a terminé des saisons en tant que meilleur scoreur ou en tant que meilleur passeur, tout ça c'est hyper lourd. Pourtant j'apporterai quand même certaines réserves. Tout comme Robinson, lui non plus n'était pas à son prime lorsqu'il a remporté son titre. Lors de son arrivée à Milwaukee, il avait déjà 32 ans et sa saison en 3D datait déjà d'il y a 9 ans. En fait pour moi c'est un peu comme s'il avait eu 2 carrières. Celle de la fin où aux côtés de Lou Alcindor devenu Karim Abdul-Jabbar par la suite il a été bagué, mais aussi celle du début où malgré des stats ahurissantes il n'a jamais fait grand chose collectivement sous le maillot des Royals. La moitié de son temps il n'a pas participé à la post-season et lorsqu'il l'a fait il n'a jamais passé un second tour. Comme s'il avait eu une carrière individuelle puis une autre plus collective à la fin de son parcours. Dommage qu'il n'ait pas réussi à mixer les deux, ça lui aurait fait probablement grignoter quelques places dans mon classement. Peu importe car quoi qu'il arrive, le Big O demeure une légende qui a marqué notre sport de façon incroyable. Le level individuel qu'il avait en arrivant dans la grande ligue était ouf et c'est bien pour ça qu'il apparaît dans mon top 15. Et dire qu'au départ il voulait faire carrière dans le baseball. Mais très jeune, victime de racisme, il fut viré de l'équipe et envoyé vers le basket qui aux yeux de ceux qui l'entouraient représentait davantage un sport de pauvres. J'espère que le responsable de cette décision s'en mord encore les doigts s'il est encore en vie. En 14 vient Stephen Curry, certains l'imaginaient plus haut, d'autres plus bas. C'est toujours comme ça avec les joueurs actuels. Déjà le mec a 3 titres, 2 trophées de MVP et a terminé une saison en tant que meilleur scoreur de la ligue. Dès le premier coup d'œil à son palmarès, la lourdeur est présente. Sauf qu'il y a de vraies failles aussi lorsqu'on creuse. Déjà, chose que les haters adorent répéter, Babyface n'a jamais remporté de trophée de MVP des finales. C'est vrai que ça fait un peu tâche dans son palmarès et soyons honnêtes, son leadership a parfois fait défaut dans les grands moments. De plus, le mec, malgré son poste de meneur de jeu, n'a jamais été un excellent passeur non plus. Cette passe
passes de moyenne en carrière, c'est déjà très bon, mais ce n'est pas du John Stockton. Curry, avant tout, c'est un scoreur. Mais surtout, en fait, ce qui me dérange le plus, parce que les passes, je peux lui pardonner, c'est qu'il est très loin d'être un bon défenseur. Alors pourquoi le mettre devant un gars comme KD, par exemple, si sur le terrain, il présente beaucoup plus de faiblesses? Certains pensent que c'est seulement dû à sa bague supplémentaire et à son trophée de MVP en plus. Pour moi, c'est un raccourci trop facile, parce que les 2 trophées de MVP des finales de Kevin Durant viennent largement compenser ça. Moi, je pense que la vraie différence se retrouve lorsque l'on évoque la legacy ou l'influence. Curry, en étant l'un des tout meilleurs shooters de l'histoire, si ce n'est le meilleur shooter de l'histoire, a vraiment changé le jeu. Depuis son avènement, le nombre de 3 points tentés a réellement explosé dans la grande ligue. De 29 triples tentés en moyenne par match lors de la saison 2011-2012, nous sommes passés à 64 aujourd'hui. En moins de 10 ans, ça a plus que doublé, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, plus d'un shoot sur 3 est pris derrière la ligne. Alors qu'avant, un shoot longue distance résultait souvent d'un système qui se terminait en catch and shoot, aujourd'hui, tout le monde tire en pull-up ou après un step back. Depuis quelques années, c'est flagrant, tous les kids veulent shooter comme Curry et ça dépasse clairement l'échelle de la NBA. Allez voir un match de gamins de 15 ans et regardez le nombre de shoots casse-croûte qu'ils vont prendre à 8 mètres pour des réussites, disons, aléatoires. Je suis pas un grand fan de ça, je dois dire, mais je vais pas non plus faire le boomer. Visiblement, c'est en ce sens-là qu'évolue le jeu et Chef Curry est clairement à la base de tout ça. Alors même si Kevin Durant est probablement un joueur plus accompli, plus complet et un meilleur joueur quoi, l'influence et la legacy de Stephen Curry au niveau mondial me fait le placer devant son ex-coéquipier. Numéro 13 maintenant, le grand Moses Malone, Big Mo, le chairman of the boards. Il est pour moi une légende bien à part car dans toute sa carrière NBA longue de 19 années, il ne sera jamais resté plus de 6 ans dans la même team. Moi qui kiffe les gars fidèles à la même franchise pendant toute leur vie, sur ce coup-là c'est raté. Moses avait la bougeotte, mais peu importe, ça ne l'a pas empêché de remporter quand même 3 trophées de MVP et ça c'est déjà huge. Il a aussi terminé 6 saisons en tant que meilleur rebondeur de la ligue et sa domination dans la peinture était juste flagrante. Avec plus de 7000 rebonds off, il est le leader all-time en NBA dans ce domaine et entre nous il n'est pas prêt d'être rattrapé. Pour vous donner un ordre d'idée, Artis Gilmore qui est 2ème dans ce classement n'a même pas atteint les 5000. Puis collectivement, le gars en 1981 a quand même réussi à amener les Rockets en finale NBA presque à lui tout seul. Ses 2 meilleurs coéquipiers de l'époque, Calvin Murphy et Rudy Tomjanovic, étaient déjà usés et pouvaient à peine jouer plus de 25 minutes par match. Il y a mieux comme supporting cast et arrivé si haut, c'est lourd. Mais le climax de sa carrière appartient tout de même à l'année 1983 sous le maillot de Philadelphie, quand aux côtés de Julius Erving, il est allé choper le titre NBA en finissant MVP des finales. Cette année-là, les Sixers dominaient tellement qu'avant le début des playoffs, Moses s'était même permis d'annoncer que tous ceux qui allaient croiser leur route allaient se faire sweeper. C'est très présomptueux quand même. Et bien sans une défaite au 2e tour contre Milwaukee qui représente le seul et unique échec de l'équipe de Pennsylvanie en playoff cette année-là, cette prédiction aurait eu lieu. Non seulement le pivot est insolent, mais en plus de ça, il assure derrière. Avec davantage de titres et sûrement plus de stabilité, il aurait pu, croyez-moi, atterrir bien plus haut dans mon top 100 all-time. Là, en place 12, c'est l'heure de parler de Hakeem the Dream Olajuwon. Déjà, vous allez dire, eh bien oui. Pourtant, le gars est l'un des meilleurs contreurs de l'histoire, un défenseur génial, un leader phénoménal et un pivot qui a mené ses Rockets à 2 titres en back-to-back en 1994 et en 1995. Ouais, Hakeem, en plus d'avoir du succès, était présent partout sur le terrain. Ça se voit, le gars a un trophée de MVP, mais aussi 2 trophées de Defensive Player of the Year. Il est d'ailleurs le seul à avoir été élu MVP, Depoy et MVP des finales la même année. Mais en plus de toutes ces récompenses et de cette présence défensive, il disposait d'un jeu au poste avec un Dream Shake tout simplement inarrêtable. Il est une légende de chez Legends, mais pourtant je n'ai pas réussi à le mettre plus haut. Effectivement, la plupart des gars classés devant lui disposaient eux aussi d'un palmarès très impressionnant. Puis certains ont tellement dominé qu'ils ont même mené la ligue à changer leurs règles, c'est ouf, Hakeem n'en est pas là. D'autres, un peu comme Curry, ont une influence et une legacy tellement importante que je me sentais obligé de valoriser ça. De toute façon, à ce niveau-là du classement, il faut faire des choix tranchés, et beaucoup sont des crève-cœurs. Donc Hakeem en 12, ça peut faire de la peine, mais j'arrivais pas à le mettre plus haut, je suis désolé. Puis si je suis tatillon, je peux ajouter que pendant 5 années consécutives, entre 1987 et 1992, lorsque Hakeem Olajuwon dominait la ligue au contre et au rebond, il n'a jamais réussi à passer un tour de playoff. L'ombre au tableau est toute petite, mais elle est bien là. Et vraiment, j'abuse, vu que quelques années après, il remportait 2 bagues. Sauf que pas de bol, ces 2 titres correspondent exactement aux 2 années où Michael Jordan avait raccroché les baskets pour se mettre au baseball. Donc là, j'abuse vraiment encore plus, vu comment la finale 1994 en 7 matchs face aux Knicks a été légendaire. Bon, le sweep face au Magic de l'année suivante l'est un peu moins, merci Nick Anderson, et je suis même pas sûr qu'on puisse considérer que Michael Jordan était vraiment revenu à ce moment-là. Donc je peux pas en vouloir à Hakeem, mais par contre, je peux regretter de ne pas l'avoir vu vraiment gagner pendant l'ère Jordan. Une finale Rockets-Bulls des années 90, perso, j'aurais trouvé ça ouf. Mais bon, les choses ne se sont pas passées comme ça, et clairement, vous allez me dire que je cherche la petite bête. Mais là, j'ai pas le choix, vu qu'il faut faire des choix à ce niveau-là du classement. Juste aux portes du top 10 vient Jerry West, le seul mec de l'histoire à avoir remporté le trophée de MVP des finales sans gagner la finale. C'est assez légendaire, mais l'arrière des Lakers représentait bien plus que ça. Depuis le début de
la NBA, il est le premier mec de moins d'1m90 à avoir réussi à scorer des tonnes et des tonnes de points. Dans les petits, à cette époque, Cousy faisait les passes, West marquait les points. Le seul autre arrière qui scorait autant, c'était Oscar Robertson, mais lui mesurait 1m96 et faisait 15 kg de plus. West, lui, a apporté quelque chose de vraiment nouveau et de vraiment différent dans le basketball. De la finesse, de l'intelligence de jeu et surtout du shoot extérieur à n'en plus finir. Alors qu'à l'époque, tout le monde était réuni dans la raquette en pensant que c'était plus simple de marquer des points près du panier, lui s'arrêtait à 6 ou 7 mètres pour enchaîner les buckets, du jamais vu. Si l'arrière était surnommé Mr. Clutch, ce n'était absolument pas dû au hasard. Son tir à 18 mètres pour décrocher la prolongation dans le match 3 des finales NBA en 1970 est probablement l'un des plus épiques de l'histoire. D'ailleurs, si à l'époque la ligne à 3 points avait existé, ce n'est pas l'overtime qu'il aurait décroché, mais bel et bien la victoire, car bien sûr, son tir n'a compté que pour 2 points. Dommage que cette année-là, les Lakers aient fini par perdre, mais les actions de ce genre, ils les collectionnent. Allez, une autre. Finale 1962, 115-115, 5 secondes à jouer, remise en jeu au milieu de terrain pour les Celtics. West surgit, intercepte la balle, sprint et rentre le lay-up de la victoire au buzzer. Puis cette fois-ci, à la fin de la série, il est reparti avec le titre. Franchement, les clutch shots de West, je pourrais en parler des heures, sans parler des perfs qu'il sortait à chaque fois lors des matchs importants. Le gars est purement et simplement le meilleur scoreur all-time des finales NBA avec plus de 300 points d'avance sur son dauphin LeBron James. Si vous voulez de la legacy, je pense que vous êtes servi. Mais je termine par le fait le plus parlant. Encore aujourd'hui et depuis plus de 50 ans, c'est bel et bien la silhouette de Jerry West que vous pouvez voir sur le logo de la NBA. Comment tu veux être plus iconique que le logoman? Rajoutez à ça 8 titres NBA en tant que dirigeant lors de son après-carrière et on obtient un vrai client. Avec un trophée de MVP supplémentaire ou encore une bague de plus en tant que joueur, je pense qu'il aurait vraiment toqué à la porte du top 10. D'ailleurs, pour l'entamer ce top 10, je sens que je vais me faire huer de chez huer. Mais c'est le jeu, hein, j'ai déjà eu un aperçu sur Instagram. Parce que oui, je vais parler de Kobe Bryant. Rassurez-vous, pour commencer, je possède un immense respect pour cette icône et son décès me bouleverse encore aujourd'hui. Si vous en doutez, je vous invite à jeter un œil à la vidéo hommage que je lui avais dédiée. J'y racontais mes 24 meilleurs souvenirs du Black Mamba et c'est carrément le tournage qui m'a le plus ému de toute l'histoire de ma chaîne. Mais bref, je suis pas là pour chialer, ce top 100 je l'ai fait avant son décès et heureusement sûrement parce que je pense que ça m'aurait influencé. En vrai, je suis pas d'accord avec l'idée que la mort de quelqu'un, aussi triste soit-elle, puisse jouer sur sa greatness. Donc oui, Kobe est une légende incroyable et je ne vais pas rappeler tout ce que je liste avec plein de détails dans cette vidéo. Son éthique de travail est folle, ses capacités au scoring sont d'un autre monde, sa perf à 81 points est épique et son esprit de compétition n'a sûrement pas d'égal. Par contre, pour la suite de ce paragraphe, je vais peut-être me faire traiter de hater, mais tant pis. Il serait injuste de zapper les mauvais moments pour ne prendre en compte que les bons moments vu que ce n'est pas ce que j'ai fait pour les autres. Et mine de rien, le Mamba a quelques ombres à sa greatness. Entre le départ de Shaq et l'arrivée de Pau Gasol, le gars s'est affiché comme un soliste d'une froideur extrême. Alors un magnifique soliste, il suffit de voir ses stats individuelles pour s'en rendre compte, mais un soliste quand même. Et malheureusement, les titres, les trophées, ça se remporte rarement seul. Impossible d'être victorieux sans impliquer un minimum ses coéquipiers, quel que soit leur niveau, et Kobe l'a appris à ses dépens. Entre 2004 et 2007, il a produit les meilleurs stats de sa carrière, mais jamais il n'a passé un tour de playoff. C'est dommage car ce manque de résultats collectifs l'a en partie privé d'un deuxième trophée de MVP. Ce genre de choses commence à compter à ce niveau-là du classement. Et là, je sens que je vais me faire des ennemis, mais je vais mettre un gros bémol sur la fin de sa carrière. Donc si j'enchaîne, sa dernière saison était très émouvante, c'est clair, et sa sortie sur un match à 60 points restera dans les mémoires. Pourtant, cette campagne, d'un point de vue purement basket, c'est à avoir des nausées, ou pas loin. Désolé, hein, l'expression est forte, je suis cash, mais c'est un peu ce que je pense. Finir sur une saison à seulement 17 victoires en pensant à soi plutôt qu'au collectif, je trouve que ça fait un peu tâche dans la carrière d'un compétiteur comme Kobe. Donc ok, le mec a voulu vivre sa tournée d'adieu à fond, et je peux même le comprendre. Mais quand autour de lui, il y avait des jeunes à développer, comme D'Angelo Russell, Julius Randle, Larry Nance Jr. ou Jordan Clarkson, est-ce que c'était la meilleure idée du monde de prendre un max de tickets shoot en arrosant à 35% tout au long de l'exercice? Je trouve ça un peu égoïste perso de privilégier sa propre tournée d'adieu à l'avenir de l'équipe. Surtout si on compare ça à d'autres gars qui en fin de carrière, lorsqu'ils étaient vieillissants, ont réussi à mettre leur ego de côté pour laisser la place aux jeunes et continuer à gagner. Mais bon, tout ça je juge pas, ne croyez pas, c'est pas de la critique, hein, c'est juste des arguments pour expliquer pourquoi je le place ici. Et je ne peux qu'avouer que malgré tout ça, moi aussi j'ai vibré lors de son immense sortie à 60 points face au Jazz. Je ne peux que respecter le dévouement dont a fait preuve toute sa carrière le Black Mamba pour mon sport préféré. Puis même s'il a des failles, comme tout le monde, le voici quand même classé dans un top 10 d'une ligue qui a plus de 70 ans. Beaucoup turé pour avoir cette place. Pour le rang 9 vient maintenant un joueur qu'il m'a été très difficile de départager avec Kobe, Shaquille O'Neal. Les deux semblent limite inséparables tant ils sont à la fois les meilleurs amis et les meilleurs ennemis du monde. Notons aussi qu'ils n'ont qu'un seul trophée de MVP chacun, même si au vu de leur carrière respective, on aurait aimé leur en donner plus. Pareil, ils sont également des icônes en dehors des parquets, avec des présences dans tous les spots publicitaires, des modèles de shoes légendaires et même des albums de rap pour le Big Cactus. Kobe a une bague de plus, mais Shaq a un trophée de MVP des finales en plus. Kobe a une éthique de travail de tueur et des capacités au scoring hors
hors norme. Mais Shaq, de son côté, même s'il n'est pas réputé pour être un gros bosseur, loin de là a quand même terminé comme Kobe 2 saisons en tant que meilleur scoreur de la ligue. Puis faut dire que le Diesel a tellement dominé physiquement qu'il a non seulement mené la NBA à améliorer la solidité de ses paniers, mais aussi à changer ses règles. Ouais, rappelez-vous dès que le mastodonte chopait le ballon dans la peinture. C'était fini, les dunks pleuvaient et le mastodonte détruisait tout sur son passage. C'est exactement à cause de ça que David Stern a décidé enfin d'autoriser les défenses de zone en NBA. Quand tu vois aussi que ses adversaires étaient obligés de faire preuve d'anti-jeu pour le limiter, c'est vraiment qu'on a un sacré bonhomme. Ouais, dès qu'il avait la balle, le seul moyen était de faire rapidement faute avant qu'il n'écrase tout pour l'obliger à aller chercher ses points sur la ligne des lancers francs. Cette stratégie fut d'ailleurs délicieusement nommée le hack Shaq. Je trouve ça vraiment légendaire d'amener la ligue à changer autour de toi pour l'obliger à s'adapter. Et pour le moment, même si j'aurais tendance à donner un tout petit avantage à Shaq pour ce côté dominateur, le fait que Kobe ait passé toute sa carrière dans la même team est là pour compenser. Alors comment les départager? Ça a été chaud j'avoue, mais j'ai choisi Shaq. En 2006, il a su laisser les responsabilités à Dwayne Wade pour gagner un titre, et c'est tout à son honneur. Tout ça a fait que dans toute sa carrière, il n'a manqué les playoffs qu'en 1993, lorsqu'il était rookie, et en 2009, alors qu'il avait déjà 36 ans. Je pense que sa faculté à impliquer les autres davantage que ce que Kobe l'a fait a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Alors ok, vous allez me dire que hormis les périodes Shaq et la période Gasol, Kobe n'a jamais eu de bon coéquipier. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez? Sûrement à cause de ça, j'aurais toujours des doutes sur sa capacité à vraiment impliquer ses teammates. Alors ça se joue à des détails, c'est clair, mais c'est principalement à cause de cette raison que Shaquille O'Neal est parachuté à la 9ème place de mon classement. On enchaîne désormais avec un autre joueur des années 2000, Tim Duncan. Qu'est-ce que ça a été dur en vrai de les départager ces trois-là? Tous les jours je changeais mon classement entre la 10ème, la 9ème et la 8ème place. En vrai je trouve que beaucoup sous-estiment l'impact de l'intérieur des Spurs, qui pour moi est le meilleur ailier fort de l'histoire. J'ai entendu dire de la bouche de certains qu'il était scandaleux de le mettre si haut au vu de son charisme d'huître. Je vois ce que vous voulez dire un peu hein, mais je suis pas d'accord. Bien sûr il était l'opposé de Shaq niveau caractère, mais l'aura qu'il dégageait se matérialisait autrement. Tim Duncan c'était la force tranquille, le gars qui ne parle pas, qui ne chambre pas, mais qui est constamment focus, qui défend le plomb et vous défonce par sa maîtrise des fondamentaux. Son bank shot, son jeu au poste, ses écrans retard, son placement défensif, tout ça était d'une précision chirurgicale. Le gars pouvait dominer toute une série de playoffs en jouant un basket de grand-père. Bon après je peux comprendre que certains d'entre vous ont tendance à valoriser le côté funky d'un joueur. Moi perso j'ai aussi énormément de respect pour ceux comme TD qui arrivent à énormément peser par une technique parfaite et une maîtrise du geste sans fioriture. Après bien sûr on peut dire que Duncan a eu de la chance pendant toute sa carrière d'appartenir à un dispositif comme le Spurs Basketball de Greg Popovich. Ça lui a permis de fréquenter des gars comme David Robinson, Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, c'est pas rien tout ça. Mais en fait, dans le basket, qui au final n'est rien d'autre qu'un sport co, je trouve ça encore plus beau de voir un homme qui se sacrifie pour le collectif plutôt que d'imaginer l'inverse. Et en fait, c'est pas par hasard à mon avis. Si l'on reprend la comparaison avec Kobe et Shaq, c'est bel et bien le Big Fundamentals qui a le palmarès le plus fourni. Avec 5 bagues, il en a autant que Kobe, avec 3 trophées de MVP des finales, il en a autant que Shaq. Et avec 2 trophées de MVP, il en a autant que les deux autres joueurs réunis. Alors ok, clairement, le palmarès ne peut pas tout faire dans l'évaluation de la greatness, mais quand c'est kiff-kiff comme ça, c'est souvent le meilleur moyen que je trouve pour départager certains joueurs. Passons maintenant à la place 7 que j'octroie à Larry Bird. Retour dans les années 80 pour lui. Beaucoup aiment dire que le légendaire numéro 33 des Celtics n'aurait jamais été drafté dans la NBA d'aujourd'hui, et c'est sûrement pas faux. Avec sa mécanique de shoot peu académique et son manque de qualité athlétique flagrant, peu de chances qu'il intéresse les scouts de 2020. Puis sa coiffure et sa moustache de plombier n'auraient sûrement rien arrangé. Et pourtant, quelle erreur de juger un livre par sa couverture, les recruteurs s'en mordraient sûrement les doigts. Le mec, grâce à sa rage de vaincre, son mental de guerrier et son adresse hors du commun, pourrait dominer, je pense, à n'importe quelle époque. Avec Steve Nash, il fait partie des 2 seuls joueurs de l'histoire à avoir accédé à plusieurs reprises au très fermé 50-40-90 Club. Ça lui a permis de remporter 3 titres NBA, mais aussi 3 trophées de MVP. J'espère que vous comprenez déjà à quel point c'est légendaire. Mais ce qui me plaît surtout chez Larry Legend, c'est la confiance qu'il habitait. Spécialiste du trash talk, il aimait ridiculiser ses adversaires en balançant des bombes de loin ou en jouant l'intégralité d'un match avec la main gauche, affirmant économiser sa main droite pour des adversaires à la hauteur. Ça, c'est iconique. Il fait également partie avec Craig Hodges des 2 seuls joueurs de l'histoire à avoir remporté à 3 reprises le concours de shoot à 3 points du All-Star Weekend. Le blanc-bec énervait ses adversaires et n'hésitait jamais à se défendre. Il était aussi spécialiste des petits coups bien placés très utiles pour accéder au sommet. Avec sa gouaille, il a fait des Celtics des années 80 l'une des équipes les plus épiques de toute l'histoire. Dès sa saison rookie, il a été All-Star et il a continué sur ce rythme pendant toute sa carrière. La seule fois où il a manqué une sélection pour le match des étoiles, c'est quand il avait manqué la quasi-intégralité de la saison pour une opération aux 2 talons. Après sa carrière, il s'est ensuite reconverti en tant que coach puis en tant que dirigeant, et ça aussi c'est rentré dans les annales. À ce jour, il est le seul homme de l'histoire à cumuler les trophées de Rookie of the Year, MVP, MVP des finales, MVP du All-Star, coach de l'année et dirigeant de l'année, rien que ça. Dommage malgré tout qu'il n'ait jamais fini meilleur scoreur de la ligue et que sa carrière ait été écourtée par des problèmes de dos. On parle de LeBron James comme le joueur le plus complet de l'histoire et je suis plutôt d'accord. Mais Larry Bird, qui en plus d'être un excellent playmaker a tourné en carrière à 10
10 rebonds par match en utilisant davantage son cerveau que son corps, n'est vraiment pas loin derrière. Place au numéro 6 de mon top 100 all-time que j'accorde à Bill Russell. Je l'ai lu souvent, pour certains d'entre vous, c'est lui le GOAT et je peux le comprendre. Le gars a remporté 11 bagues en tant que joueur dans sa carrière et est juste le plus grand winner all-time. À côté de ça, il a remporté 5 trophées de MVP et c'est huge. Rajoutez enfin le fait qu'il est aussi probablement le meilleur défenseur intérieur que la Grande Ligue n'ait jamais connu et c'est difficile de test. Pourtant, je ne le mets même pas dans mon top 5. Pourquoi ça? Tout simplement parce que l'on oublie souvent que Bilou n'a que rarement été l'option 1 de son équipe. Le basket est un sport de stats, mais surtout une discipline dans laquelle l'objectif est de mettre plus de points que son adversaire. À Boston, généralement, celui qui avait le ballon en premier, on en parlait plus tôt, c'était Bob Cousy. C'est lui qui drivait toute l'attaque. Puis les systèmes de Red Auerbach étaient principalement conçus pour Sam Jones dans un premier temps, et ensuite Havlicek dans la deuxième partie de carrière de Bill Russell. Si je schématise complètement, la plupart de ses points, le pivot les mettait sur rebond offensif. Alors soyons clairs, il en faut du talent pour pouvoir tourner à 22 rebonds par match. Mais selon moi, Russell manque de records individuels, de jeu au poste et de go-to-move pour vraiment espérer un plus haut classement. Alors bien sûr, les bagues font partie intégrante de la greatness et c'est bien pour ça que le Celtic est classé numéro 6. Ceci dit, ça ne fait pas tout et au vu des joueurs qui l'accompagnaient, impossible de dire qu'il a remporté ses titres seul. Son talent offensif limité le pénalise donc un peu dans ce classement. Ceci dit, selon moi, cela n'enlève rien du tout à l'idée qu'il est le meilleur winner de tous les temps. 11 bagues les gars. Par contre, pour ce qui est de la greatness dans tout son ensemble, j'ai préféré classer 5 joueurs devant lui. On entame désormais le top 5 et c'est du très lourd. En vrai, j'aurais bien aimé mettre une quinzaine de joueurs dans ce top 5 et j'ai eu beau réfléchir à comment procéder, je n'ai pas trouvé. Donc vous l'avez vu là-haut, celui qui ouvre le bal de ses dernières places, c'est Magic Johnson. Le mec allié de la taille, de la dextérité, de la vitesse et une vision de jeu hors du commun. Les Lakers Showtime, c'est lui. Il jouait vite, était ultra polyvalent et a fait rêver toute une génération avec ses no-look pass. 4 saisons en tant que meilleur caviardiseur de la ligue, ce n'est pas rien. Et ce que je retiendrai particulièrement dans sa légende, c'est la façon dont sa saison rookie s'est terminée en 1980. Alors que Karim Abdul-Jabbar, MVP en titre, se blesse lors du match 5 des finales face à Philadelphie, un Magic Johnson de seulement 20 ans prend sa place au poste de pivot et détruit littéralement les Sixers au Game 6. 42 points, 15 rebonds, 7 passes, 3 interceptions et 1 contre pour lui. Ça lui vaut bien sûr d'être élu MVP des finales et à ce jour il est toujours le seul rookie de l'histoire à avoir obtenu cette distinction. Mais ce serait triste de n'imiter la carrière de Magic qu'à sa saison rookie. Le meneur a participé à 9 finales, a remporté 5 titres, a glané 3 trophées de MVP et un total de 3 trophées de MVP des finales. C'est plutôt bien rempli, non? Son dernier All-Star Game en 1992, lorsqu'il a remporté le trophée de MVP du match des étoiles pour la deuxième fois de sa carrière, reste l'un des plus mythiques qu'il m'ait été donné de voir. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite vivement à aller jeter un œil à mon barbershop sur les meilleurs moments de l'histoire du All-Star Weekend. J'avais adoré faire ça. Mais pour en revenir à Magic, le mec est tellement iconique qu'on en oublie presque que son vrai prénom c'est Irvin. Alors mixons toutes ces données avec son sourire éternel et le combat acharné qu'il a mené contre la séropositivité, et vous comprendrez, je l'espère, pourquoi je l'ai classé 2 places devant son rival de toujours, Larry Bird. Bon, par contre, sa carrière de dirigeant et son bref retour à la compétition en 1996, je pense qu'il vaut mieux éviter d'en parler. Number 4 désormais, que j'attribue à Wilt Chamberlain. Quoi, je place si haut un gars qui n'a que 2 bagues et un seul MVP des finales? Oui. Bon, pour expliquer ça, je pourrais évoquer l'excuse que jusqu'à son arrivée aux Lakers en 1968, il n'a jamais eu de coéquipier de renom. Mais ce serait trop simple et en plus ce n'est pas tout à fait vrai. Puis bon, j'ai un pote qui dit que se servir de la faiblesse de l'entourage comme excuse, c'est un argument qu'on utilise seulement pour les losers. Je dois dire qu'il a pas tout à fait tort et je pense qu'il se reconnaîtra. Par contre, clairement, ces 3 finales perdues en fin de carrière alors qu'il chassait les bagues avec Jerry West peuvent venir confirmer cette impression du mec qui choque en finale. Mais bon, je le pardonne. Non seulement parce qu'avec les Lakers, il a quand même fini par gagner en 1972, mais surtout parce qu'en 1967, avec ses potes Al Greer et Billy Cunningham, il a réussi à mettre fin à une série de 8 titres consécutifs remportés par les Celtics de Bill Russell. Franchement, la quête de cette bague est folle et ça rajoute pour moi encore plus de greatness que ces 4 trophées de MVP. Sauf que même si avec ça on a du très lourd, ça suffit sûrement pas pour une place numéro 4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon moi, l'essentiel de sa greatness ne se situe pas là. Parce que ouais, le gars détient certains des records les plus inaccessibles de toute la ligue. Puis je vais pas tous les lister, hein, il en détient 72. 72, vous imaginez ce que ça représente au niveau de la greatness? Les plus impressionnants sont représentés par son match à 100 points bien sûr, son autre match à 55 rebonds ou sa saison à 50,4 points de moyenne. C'est complètement dingo, mais ce n'est pas tout, n'imaginez pas que Wilt Chamberlain est seulement une machine à scorer et à prendre des rebonds. Déjà, selon les observateurs de l'époque, il mettait une dizaine de contres par match, mais ce sera jamais vérifiable, donc on va le zapper. Et même s'il a vraiment dominé la ligue statistiquement en terminant 7 saisons en tant que leader au point, mais aussi 11 saisons en tant que leader au rebond, ce n'est pas le plus hallucinant. En 1968, il a également terminé meilleur passeur de la ligue au niveau du total avec 8,6 caviar par match. C'est complètement taré pour un pivot. Il est à ce jour encore le seul joueur de l'histoire
l'histoire à avoir dominé au moins une saison dans les domaines statistiques que sont les points, les rebonds et les passes. Puis je parlais de Shaquille O'Neal tout à l'heure qui avait emmené la NBA à changer ses règles. Dites-vous que Wilt c'est bien pire. Chaque saison, les grands pontes de la ligue devaient s'adapter au phénomène. C'est ainsi à cause de lui que la raquette fut élargie, que les claquettes au-dessus du cylindre furent interdites, mais surtout que la règle des lancers francs fut changée. À l'époque, il était possible de sauter vers l'avant lorsque l'on tirait depuis la ligne de réparation. Sauf que Wilt, avec sa taille de 2m16, son envergure de 2m24 et sa détente d'1m20 pouvait limite dunker depuis cette distance de 4m75. La NBA a halluciné, elle a alors obligé les shooters à retomber derrière la ligne pour qu'un lancer soit validé. Franchement, je les comprends, ça n'avait plus aucun sens, mais comment prévoir ça et imaginer que c'était possible avant de voir Chamberlain à l'œuvre? Donc ok, seulement 2 titres, ça peut paraître léger pour une place numéro 4. Mais le reste est tellement épique que pour moi ça compense. Et pour aller encore plus loin, la légende dit même qu'au cours de sa vie, il a couché avec plus de 1000 femmes. Mais ça, je ne l'ai pas pris en compte dans mon classement du jour. En numéro 3 vient maintenant LeBron James, et le classer si bas a réellement déclenché un tollé au niveau de ses fans les plus hardcore. Pourquoi pas, hein, mais moi, aujourd'hui, je ne me vois pas le classer plus haut que les 2 énergumènes qui sont devant lui. Du moins à ce jour, hein, je précise, parce que les choses peuvent encore changer. Meilleur scoreur de toute l'histoire des playoffs, LeBron est également le joueur le plus all-around all-time. Ouais, il est le seul en carrière à avoir dépassé à la fois les 34 000 points, les 9 000 rebonds et les 9 000 passes. Il mixe une intelligence de jeu folle, un physique de tank et un playmaking de meneur. Il est actuellement le 8e meilleur passeur all-time de la ligue et le 3e meilleur scoreur. Rien qu'avec ça, on a un vrai animal. Arrivé en NBA à l'âge de 18 ans, il détient également tout un tas de records de précocité. En 2008, par exemple, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à dépasser la barre des 30 000 points en carrière. 4 fois MVP, mais aussi détenteur de 3 bagues, il a disputé 9 finales, dont 8 consécutives entre 2011 et 2018. En 2016, il a remporté l'un des plus beaux titres de l'histoire avec les Cavaliers. Non seulement il a aidé les siens à remonter un déficit de 3 victoires à 1, chose qui n'avait jamais été faite en finale, mais en plus c'était face aux Warriors qui sortaient de la plus grosse saison régulière de l'histoire avec 73 wins. Puis là je parle que des terrains, mais hors du parquet c'est la même. Le mec est dans toutes les pubs, à sa signature chou chez Nike depuis presque 2 décennies, a eu des actions chez Beats et s'apprête même à être la figure de proue de Space Jam 2. Niveau politique et associatif, c'est tout aussi lourd. Il a soutenu Barack Obama, a défendu la cause Trayvon Martin, a critiqué ouvertement Donald Trump et a même construit une école destinée aux enfants en difficulté. Franchement tout ça c'est énorme et je peux vous dire qu'en tant qu'éducateur spécialisé de formation ça me touche beaucoup. Mais est-ce suffisant pour être le GOAT pour moi? Ça pourrait si les 2 légendes que j'ai classées devant lui n'avaient jamais existé. Par contre ce qu'il faut noter, je tiens vraiment à le rappeler, c'est qu'à la différence des 2 autres, LeBron peut encore grimper dans ce classement. Qui sait si d'ici 4 ou 5 ans je ne le mettrai pas numéro 1. Mais avant ça, à la place number 2, le premier que je mets devant LeBron, c'est Karim Abdul-Jabbar. Clairement, j'en ai vu certains sauter au plafond par écran interposé quand j'ai annoncé ça sur Instagram. Alors pour simplifier et présenter celui qui a commencé sa carrière en tant que Lou Alcindor, je vais utiliser la comparaison avec le King. Beaucoup déjà m'ont dit que LeBron était le joueur le plus complet de l'histoire. C'est vrai, Karim est un meilleur rebondeur, mais le playmaking du King n'a rien à voir avec celui du pivot qui est proche du néant. Par contre, ce dernier est quand même un meilleur défenseur, l'un des meilleurs contreurs all-time. Je ne dis pas que LeBron est un mauvais défenseur, hein, loin de là. Il a d'ailleurs fini plusieurs fois bien placé dans la course au trophée de Defensive Player of the Year. Ceci dit, Karim a été un défenseur d'élite pendant toute sa vie, quand LeBron, depuis quelques années, a quand même compris quand il pouvait s'économiser. Ça n'enlève pas du tout le fait que LeBron est le joueur le plus complet, mais ça apporte quand même quelques limites à cet argument. J'entends aussi souvent dire que LeBron, en 2016, a remporté le plus beau titre de l'histoire. Et ça, même si c'est très subjectif, c'est vrai que ça se discute. Mais quand même, ce qu'a fait Karim en 1971, je pense qu'on a tendance à l'oublier parce que c'est très loin, c'est vraiment légendaire. Sous le maillot de Milwaukee, le plus petit marché de la ligue, il a mené les Bucks vers le seul titre de leur histoire. Alors certes, en face de lui, il n'avait pas les Warriors, mais tout de même. Le pivot n'était alors que sophomore et son meilleur coéquipier était un Oscar Robertson de 32 ans déjà sur le déclin. Remporter si jeune une bague dans ces conditions quand évolue dans le Wisconsin, c'est plutôt beau quand même. En parlant de coéquipier, j'entends aussi souvent dire que LeBron a mené sa team vers 9 finales sans jamais être bien entouré. Ça pour moi, c'est seulement vrai pour la finale 2007 où le sweep face aux Spurs fait tâche un peu. Par contre, Dwayne Wade, Chris Bosh, Ray Allen ou encore Kevin Love et Kyrie Irving, il y a pire comme entourage. Bien sûr, vous allez me dire que notamment en 2015, ils n'étaient pas tous en bonne santé. Bien sûr, Karim, avec Magic Johnson et James Worthy, avait sûrement des teammates encore bien meilleurs sur la deuxième partie de sa carrière. Mais relativisons, face à lui, les Lakers de Bird, McHale, Parrish, Dennis Johnson et Walton, c'était pas rien quand même. Ensuite, comme je le disais, je déteste l'idée de discriminer des époques pour en valoriser d'autres. Mais parfois, vous m'obligez à le faire quand j'entends dire qu'en son temps, Karim n'avait personne en face de lui. Au fil de sa carrière, rien qu'à son poste, il aura croisé Wilt Chamberlain, Willis Reed, Bill Walton, Wes Unseld, Moses Malone, tous ont déjà été MVP. Et je parle même pas de Elvin Hayes qui n'en était pas loin. Vous pensez vraiment que ça veut dire zéro concurrence? Puis faut pas oublier non plus que LeBron, de son côté, a quand même profité de l'époque où la conférence Est était probablement la moins forte de toute l'histoire. Se retrouver pendant plusieurs années de suite avec les Raptors de Kyle Lowry et DeMar DeRozan
même comme principaux concurrents, pour aller en finale, ça aide quand même. Alors encore une fois, attention, hein, je dis pas que là-dessus, Karim a fait mieux ou moins bien que LeBron. J'offre juste des pistes qui permettent de relativiser certaines choses qu'on oublie, et il y en a d'autres. Quand j'entends l'argument que LeBron est le meilleur marqueur des playoffs, je me rappelle que Karim est juste le meilleur scoreur all-time. Quand j'entends parler de The Block, je me rappelle du skyhook de la victoire de Karim en finale 1974 après 2 prolongations. D'ailleurs, ce skyhook, parlons-en. Il représente probablement le go-to move le plus inarrêtable de toute l'histoire de la NBA. Karim déclenchait son tir à une hauteur folle et pouvait le rentrer à 4 ou 5 mètres de distance. Personne, mais personne dans l'histoire n'a jamais réussi à reproduire un tel move avec autant de précision et autant d'efficacité. Quand j'entends dire qu'en dehors du terrain, LeBron James est une icône, je me rappelle que Karim a joué dans toutes les séries de l'époque. De 21 Jump Street au Prince de Bel-Air en passant par La Fête à la maison. Il a également eu un rôle dans le film iconique Y a-t-il un pilote dans l'avion et a joué le méchant dans un film avec Bruce Lee, Jeu de la mort. Quand on me dit que LeBron s'est mouillé en politique, je me rappelle que Karim est avec Mohamed Ali le sportif qui a le plus lutté pour les droits des personnes afro-américaines de toute l'histoire. Le gars a aussi soutenu Barack Obama, s'est fermement opposé à Donald Trump et est même allé jusqu'à boycotter les Jeux Olympiques de 1968 parce qu'il ne respectait pas les principes fondamentaux des droits de l'homme. Bref, si LeBron est une légende de notre époque, Karim est au moins tout autant une légende de la sienne. En vrai, on pourrait continuer longtemps comme ça à comparer ces deux gars. Tout ce qu'ils ont accompli est vraiment impressionnant. Et moi, de ma perception, même si j'ai quand même une légère préférence pour les combats politiques de Karim, j'ai du mal à prendre ma décision. Alors comme souvent, quand j'arrive pas à départager, je vais regarder les palmarès. 6 titres pour Karim contre 3 pour LeBron. 6 MVP pour Karim contre 4 pour LeBron. Le seul endroit où le King a l'avantage, c'est le nombre de trophées de MVP des finales, 3 contre 2. Et je tiens quand même à valoriser le fait qu'entre le premier et le dernier trophée de MVP des finales de Karim, il y a 14 ans qui s'écoulent. En termes de longévité et de durée dans le succès, on a un monstre là aussi. Puis si vous me parlez des médailles olympiques de LeBron, je réagis en vous disant que Karim est juste le meilleur joueur universitaire all-time. Sur les 3 années pendant lesquelles il a joué à la fac entre 1967 et 1969, il a tout simplement remporté 3 trophées de champion et 3 de MOP pour un bilan total de 88 victoires pour 2 défaites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Franchement, au niveau du palmarès, il y a encore un léger avantage pour Karim. Alors même si les choses ne sont pas gravées dans le marbre et que LeBron peut encore faire gonfler sa légende, il est d'ailleurs bien parti pour terminer meilleur scoreur all-time, je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, en mai 2020, je trouve que Karim est encore au-dessus de LeBron en termes de greatness. Et en numéro 1, ah ouais, ok, apparemment c'est Alex Caruso. C'est vrai que lorsqu'on a comme surnom Carugot, c'est forcément qu'on est le numéro 1. Puis le gars, alors qu'il n'était que remplaçant chez les Lakers, a quand même fini 4ème au vote du All-Star Game parmi les backcourts de l'Ouest. C'est lourd quand même, non? Et puis, que dire d'autre Ah oui, ok, je crois qu'il y a eu un souci dans les incrustations. Donc en numéro 1, je vais bel et bien parler de Michael Jordan. Bon, je vais pas trop m'attarder à son sujet, son histoire vous la connaissez et sa légende de Last Dance la glorifie bien mieux que moi. Donc je vais tenter d'aller à l'essentiel. Le mec a quand même réalisé 2 three-peats dans l'ère moderne. Depuis les Celtics des années 60, seuls les Lakers ont réussi l'exploit d'en faire un seul, entre 2000 et 2002. Puis Jordan aussi détient 6 MVP des finales. À part lui, dans toute l'histoire de la ligue, personne n'en a remporté plus de 3, il en a le double du deuxième. Rien que ces éléments là, ça pourrait faire l'affaire pour être le GOAT. Mais à jouer aussi sa clutchitude. Le mec est le joueur le plus adroit de toute l'histoire des playoffs sur les shoots pour égaliser ou passer devant dans les 24 dernières secondes d'un match. Mais en fait, cette adresse, elle n'est pas due qu'à son talent au tir, il la doit aussi à ses choix et à son QI basket. Jamais il n'a hésité à déléguer à John Paxson ou à Steve Kerr lorsque les défenses étaient beaucoup trop concentrées sur MJ. Faire confiance à ses coéquipiers évite de prendre des shoots casse-croûte et permet de décrocher la victoire. Franchement, lorsque les matchs étaient serrés et importants, il était très difficile de rivaliser avec les Bulls des années 90. Ça, Michael en était le principal responsable. Donc déjà là, on a une greatness carrément incroyable. Mais pour moi, ce qui fait la diff, franchement, mais aussi ce qui fait qu'il sera très difficile à rattraper, c'est la façon qu'il a eu de populariser le basket dans toute la planète. Avant Michael, mis à part pour quelques connaisseurs, le rayonnement de la NBA se limitait aux frontières des États-Unis. Sa Majesté a fait du basket un spectacle mondialement apprécié. Sa marque de chaussures, quoi qu'on en pense, est toujours la plus connue et la plus prisée en termes de sneakers. Pourtant, le gars a arrêté la compétition depuis plus de 20 ans. Puis les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 ont représenté un énorme boom dans la démocratisation du basket au niveau mondial. C'est à ce moment-là que de nombreux fans en provenance des 4 coins du globe, dont je fais partie, ont commencé à suivre la NBA. Et même si à l'époque c'était Magic Johnson le plus titré ou bien Charles Barkley le leader offensif de cette sélection, c'était bien Michael Jordan l'icône de cette Dream Team. Des raisons comme ça qui expliquent pourquoi, pour moi, Michael Jordan est le GOAT, il pourrait y en avoir d'autres, mais j'ai essayé d'évoquer celle qui me tenait le plus à cœur. Et franchement, rien que le fait qu'il ait été le fer de lance de la popularisation du basket au niveau planétaire et que dans ce domaine il restera à jamais le premier, fait que pour moi il est le greatest of all time. Et en plus de ça, je pense qu'il sera très difficile à rattraper.
Voilà pour ce qui est de mes places 20 à 1, voilà pour ce qui est de l'ultime opus de mon top 100 all-time. Allez, je vous mets le récap, quelle aventure c'était, que de fatigue j'ai accumulé et que de sueur j'ai versé. Franchement, je vais être heureux de faire un break sur ce top là. Pas de soucis, j'aime débattre, mais depuis plus de 3 mois que je publie tout ça sur Instagram quotidiennement, ma vie n'est devenue qu'un débat géant. Je reçois des dizaines et des dizaines de messages par jour, vous vous reconnaîtrez peut-être d'ailleurs, et c'est super cool. Et le truc, c'est que j'ai vraiment pris un grand soin à répondre à chacun de vous. Je crois qu'en 3 mois, je n'ai oublié personne, et je pense que vous êtes loin d'imaginer le nombre d'heures que ça peut représenter à tapoter sur mon téléphone. Honnêtement, j'ai l'impression d'être arrivé au bout d'un marathon là. Pour moi, ça y est, j'ai annoncé mon GOAT, j'ai listé un maximum d'arguments, ma course elle est over. Donc voilà, sans même parler des idiots qui ont dépassé les bornes en messages privés sur Instagram, moi j'ai besoin de repos. Si vous ne comprenez pas l'un de mes choix, réécoutez la vidéo, le principal est là. Et si vous ne comprenez toujours pas, il y a juste suffisamment de recul et de maturité pour imaginer que j'ai un point de vue différent du vôtre. Ou alors pensez juste que je suis un basketix, c'est comme vous préférez, au point où j'en suis, j'en ai plus rien à faire. En tout cas, même si je ne répondrai pas au débat, j'essaierai de lire un max vos commentaires. Alors please, essayez juste de ne pas vous offusquer, faites preuve de bon sens et comprenez juste qu'on peut pas toujours être d'accord. C'est justement le but de se mouiller, et que vous soyez ok ou pas, moi je peux vous dire que je suis quand même fier d'avoir réussi à poser mes coronesses sur la table. Ça, beaucoup de critiques ne l'ont pas fait. What you saying now? Donc voilà, même si c'est certain que vous ne me rejoindrez pas à 100%, j'espère que ce top 100 all-time NBA vous a plu. Avant de conclure, je tiens à dire 2 mots de remerciement à Cynthia, qui à travers un Google Doc m'a partagé ses meilleures anecdotes à propos de certains joueurs de mon top. Franchement, c'était cool, non seulement ça a ravivé ma mémoire, mais en plus de ça, ça m'a fait gagner masse de temps. Du coup, merci beaucoup pour ton investissement. En tout cas, maintenant, moi, perso, je suis bien content de passer à autre chose. Alors pour fêter ça, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Comme promis en début de vidéo, aujourd'hui c'est un concours avec Basket le Mag que je vous propose. Leur numéro du mois de mai est sorti. Comme d'hab, c'est du travail très propre et des dossiers ultra précis. Perso, je trouve que ce qu'ils font apporte un vrai complément à toutes les infos qu'on peut trouver sur le net. Dans ce numéro là, comme vous le voyez, il y a un super focus sur l'équipe de France de 2000 qui lors des Jeux Olympiques à Sydney a remporté la médaille d'argent. Je vous jure que ça m'a rappelé de vrais souvenirs et pas mal de nostalgie. Et là, notre partenaire du jour offrira à 2 d'entre vous un abonnement découverte de 3 mois au magazine. Sympa, non? Comme d'hab, ça se passera par tirage au sort, mais pour avoir une chance de sortir du chapeau, il faudra tout d'abord répondre comme il faut à une question. La voici, qui a terminé meilleur marqueur de la finale France-États-Unis des Jeux Olympiques de Sydney en 2000? Vous avez la réponse? Mettez-la en commentaire. Ce sera un pas de plus vers la récompense du jour. Moi, j'annoncerai le nom des gagnants dans ma vidéo de fin de semaine prochaine. Donc pour ne pas la manquer, une seule solution, abonnez-vous et activez la cloche. Vous connaissez depuis le temps, j'imagine, mais je le répète parce que dans les stats, j'en vois un paquet d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait. Va falloir que je me fâche. Avant de vous quitter, faut que je vous parle vite fait d'un truc aussi. J'ai préféré pas vous saouler avec ça en début de vidéo, mais faut que vous sachiez que ce contenu est sponsorisé par les programmes d'entraînement shooter.fr. Franchement, c'est la première OP rémunérée que j'accepte et si je l'ai fait, c'est pas pour rien. Vous n'imaginez même pas le nombre de trucs véreux ou le nombre d'offres issues du dropshipping que j'ai renvoyé bouler. Mais bref, pour revenir à shooter.fr, croyez-moi, parole d'anciens Staps, leur programme d'entraînement c'est du lourd. Il y en a plein de différents, j'ai tout regardé très attentivement et celui qui permet de travailler la détente par exemple est bien chambé. Alors je vous mettrai le lien en description et en allant sur le site à partir de ça, ça vous permettra d'obtenir 20% de réduction sur tout le site. Non seulement vous aiderez la chaîne si vous commandez, mais en plus de ça, vous bénéficierez de tout ce qu'il faut pour vous mettre ou vous remettre en forme après le confinement. Je pense que c'est le meilleur moment pour travailler vos skills, no more excuse. Allez, après ce petit coup de pub, on enchaîne. Pour suivre l'actu, participer à des quiz et garder un œil sur mes projets, vous le savez, c'est sur Basket Info, Discord et Instagram que ça se passe. Je mettrai bien sûr les liens de tout ça en description aussi. Et pour finir, vous connaissez les bails, mettez-moi un gros pouce bleu pour me faire plaisir. C'est pas mal de me faire plaisir aussi un peu, non? À très vite.